Salut Edith, heureux. Est-ce que vous m'entendez cette fois? On t'entend, ouais. Oui. Parfaitement. Ok, je suis infiniment désolée. On est trop sur la connexion, je pense. C'est comme on a déménagé le bureau. Bref, en tous les cas, on va pouvoir lancer les choses. Et on m'a dit gentiment que vous aviez déjà hyper assuré les 5 premières minutes. Et pour sans plus attendre partir dans l'événement, je travaille pour Avisio, qui est un réseau de 500 top managers de la tech à Paris en région. D'ailleurs, Aymeric est un fier représentant de Nantes. Vianney est un peu plus triste, moi on est à Paris, mais on a aussi des experts une poignée à l'international. On organise, en fait, Avisio, c'est un réseau de 500 top managers qu'on met à la disposition et qu'on sollicite pour à la fois valider des profils et aussi partager les réseaux de chacun, avec un grand enjeu best practice, faire des mises en relation de qualité, et on a un réseau très off. On organise en fait ce type de discussion une fois par mois. On appelle ça des expert insights. C'est des formats hyper concrets avec pour objectif en 45 minutes, évidemment pas de faire le tour d'un sujet. On ne vous promet pas ça. Par contre, c'est d'avoir des vrais exemples à bâton rompu, à la fois les fails et aussi les succès. J'ai eu la chance de discuter de façon très informelle à la fois avec Aymeric et Vianney, et ils ont plein de petites anecdotes. Du coup, je vous propose sans plus tarder de commencer par ce sujet. On l'a choisi parce que dans mes échanges quotidiens avec les C-level, il y a, mais également les founders, il y a un sujet fort sur comment, soit on a fait de la vente un peu plus mainstream, mais on passe sur un sujet grand compte, on se mord les dents. Et plus globalement, il y a peu de littérature sur le sujet. Je sais qu'on en a pas mal parlé avec toi, Vianney. Il y a peu de visibilité, peu de practice, il n'y a pas beaucoup de... Alors, les US ont pas mal à nous apprendre, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'école de formation spécifiée pour les grands comptes, alors que la vente complexe est quand même hyper difficile. Du coup, je propose que vous présentiez en un mot, peut-être s'il vous plaît aussi dire quelque chose sur à la fois Trustpert et Akeneo pour nous mettre un peu de contexte. C'est à vous. Alors, je vais peut-être... Aymeric, tu veux... Enfin, moi, je me suis présenté en son absence. Je vais finir la... J'avais commencé, il n'y a pas de problème, on a des initiatives, c'est permis, Edith. Bien. Donc moi, pour continuer, donc Trustpert, solution de référence dans la lutte contre la fraude au virement bancaire. Moi, je pilote des équipes sales au sens un peu large, donc BDR, account executive et account manager. Donc tout le cycle un peu de vente, et vous le verrez, ça a son importance pour la vente grand compte, et évidemment aussi dans cette organisation-là, au cœur des sujets aussi de ressources qui sont externes à mon pôle de vente, mais qui sont absolument cruciaux dans la manière dont on vend, c'est-à-dire la relation avec le customer success, la relation avec la chefferie de projet en général, et puis toute la partie avant-vente, la partie partnership, channel, qui est extrêmement, extrêmement importante dans la vente complexe. Donc, voilà. Trop top. Est-ce que vous pouvez juste donner il y a déjà eu une question qui a été posée dans le chat. Pour information, le chat, on va le réserver plutôt à la conversion classique. Je vous invite par contre à poser votre question dans l'onglet questions. En fait, les 45 prochaines minutes ne seront pas un keynote. On va vraiment prendre vos questions au fur et à mesure. On essaiera évidemment de les prendre par ordre de conversation. Et vous pouvez voter, mais les questions les plus mises en avant sont celles qu'on prendra dès le départ. Et d'expérience, je sais que vous n'allez pas poser de questions jusqu'à 50, et à 50, on aura trop de questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, surtout que quand on a lancé les invitations de cet event, on a déjà eu pas mal de questions. Ça me permet de rebondir sur la première. Et est-ce que vous aviez, dans vos carrières respectives, vendu dans des cycles longs et complexes, ou est-ce que vous étiez dans des ventes plus conventionnelles avant d'arriver chez Trustpert et Akeneo? Pour ma part, je viens pas du monde du grand compte, donc c'est aussi, vous verrez, si à un moment donné je dois parler de quelques fails, ils sont souvent en fait la cause et cet apprentissage en fait du passage 100% grand compte. Il faut savoir que Trustpert, on a fait le choix dès la création de la société. Je suis arrivé au tout début de vendre directement sur du grand logo, donc on n'a pas non plus cette expérience interne d'un switch. Notre solution, elle est destinée à des grands comptes, et moi, je n'avais pas de ce monde-là. Donc, je venais d'un monde, j'étais sales avant dans un monde de mass market B2B, donc ça, je connaissais. Donc, les enjeux étaient vraiment orientés optimisation des funnels de vente. Enfin, ça, vous connaissez bien le sujet. Comment je fais de la masse et comment j'industrialise mon process. Ma sales machine était très, très liée en fait à la performance de mes process, la transition entre la performance marketing et sales. Tout ce qu'on voit dans toute la littérature sales B2B mass market. Quand je suis arrivé chez Trustpert, c'était une de mes premières difficultés, un de mes premiers enjeux, c'est que j'ai répliqué des pratiques qui étaient liées à mon ancienne activité, on va dire, et j'ai commencé à essayer d'optimiser toute la relation avec le client. Et bon, sans faire de teasing, vous reviendrez peut-être avec des questions plus tard, mais en fait, la vente grand compte, c'est pas l'optimisation de ta relation avec ton client, c'est d'abord l'optimisation de tes ressources internes pour mieux créer du consultatif avec ton client, ce qui est complètement différent.
Et le paradoxe en fait de ton optimisation, l'enjeu est vraiment différent, quoi. Ouais, et du coup, tu disais, tu vas nous expliquer après tes petites recettes, mais du coup, pourquoi vous avez fait le choix de vendre tout de suite à des très grands comptes sur des sites? C'est une très bonne question. La première raison, elle est quand même liée à notre produit. Notre produit, notre modèle économique, il est extrêmement pertinent quand il y a beaucoup de volume de data et quand on s'est directement exposé en fait à des complexités et des enjeux qui étaient liés à notre marché. Donc les grands comptes étaient extrêmement appétents du produit. Et donc on a décidé vraiment de directement servir cette appétence marché, malgré toutes les difficultés que ça occasionnait. Donc d'avoir un produit extrêmement mature très tôt, d'avoir des sécurités policiers extrêmement robustes pour passer outre tous les processus achats et IT. Donc on s'est concentré en fait à vraiment être tout de suite au standard d'un grand groupe plutôt que de monter en puissance sur des segments de marché. Voilà, donc et la deuxième raison plus business, c'est qu'en fait la vente grand compte, c'est une vente qui est très résiliente. On a des LTV qui sont extraordinaires, plus de 5 ans, potentiellement avec des ARPA qui sont aussi assez élevés. Donc en fait, ça vaut le coup de mettre l'effort au bon endroit quand tu as craqué le sujet du standard d'un grand groupe et que tu as consolidé ta vente sur un process grand groupe, tu accèdes aussi tout de suite à la récompense qui est celle de la résilience de ton business et des ARPA qui sont un peu plus élevés que qu'en mass market, quoi. Oui, exactement. Et toi, côté Émeric, est-ce que tu as eu un peu c'était la même réflexion? Je rappelle qu'Akeno est une boîte franco-américaine. Donc, est-ce qu'il y avait aussi peut-être une influence côté US sur vos Ouais, prios? absolument, absolument. Alors après, pour revenir sur un peu mon parcours personnel, pardon. Moi, je suis pas sales à la base. Je suis diplômé d'une école d'ingénieur spécialisée en électronique et en traitement de l'image. Ça remonte au tout début des années 2000. Je suis T'es jeune, Émeric. Je suis plus tout jeune. Et donc, bon, après quelques années de conseils, de travail en tant que chef de projet, business analyst, direction de projet, je suis passé du côté obscur. Et finalement, je suis devenu sales en ayant appris finalement ce métier-là sur le tas, mais en utilisant ma capacité de conseil que j'ai pu, voilà, on va pas dire que c'était inné, mais en tout cas que j'avais pu acquérir par le passé. Et donc, sur mes précédentes expériences, j'ai pu travailler avec du mid-market et des grands comptes, mais toujours avec cette approche de consultative selling. Et pour revenir, alors avant d'arriver sur Akeneo, je pense que la vente complexe, elle n'est pas uniquement réservée aux grands comptes. Et en tout cas, nous ne la réservons pas forcément aux grands comptes. Enfin, finalement, on ne choisit pas de faire une vente complexe ou une vente transactionnelle. C'est-à-dire qu'en fonction même de la complexité, si je veux dire, de la solution, de l'impact organisationnel que ça peut avoir dans l'organisation, de l'impact SI, parce que finalement, on doit intégrer ces solutions avec le reste du système d'information de nos clients, des personnes qu'on doit convaincre et des services qu'on doit convaincre pour pouvoir mettre en place ces ressources, ça rend la vente complexe. Et c'est pour ça, justement, qu'on met pas mal d'efforts. C'est pour ça que les solutions aussi valent cher, on ne va pas se mentir. C'est pour ça qu'on fait intervenir plusieurs corps de métier également dans notre organisation pour réussir finalement à vendre ces produits ou au moins à positionner ces produits. Donc tout ça pour dire qu'au sein d'Akeneo, on n'est pas exclusivement orienté grand compte. Par contre, on fait exclusivement de la vente complexe. Voilà. Oui, c'est important. C'est vrai que j'ai entendu. Peut-être que pour la suite des questions, on fera bien la différence entre la vente grand compte, parce que le sujet d'aujourd'hui, la vente grand compte, elle est inclue dans la vente complexe, mais on parle plus globalement de la vente complexe, sachant que les deux peuvent être indépendants. Et Émeric aussi, pour faire le parallèle avec ce que nous disait Vianney, est-ce que toi, tu avais donc tu as appris le métier de sales sur le tas, ce qui est quand même assez rare pour un sales director, en plus tu as un scope international. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru par exemple, tu as eu un rôle un peu consultatif avant. Qu'est-ce que tu as repris comme bonne recette pour vendre pour des ventes complexes? Je vais commencer par la mauvaise recette. Ah, on adore. Ouais, parce que voilà, je suis arrivé très sûr de moi en pensant être de bons conseils, intéressants, pertinents. Et finalement, quand on arrive dans le métier de consultant ou de direction de projet et qu'on apprend le métier de la vente, on ne va pas forcément se focaliser sur les sujets gagnables ou les sujets qui finalement ramèneront de l'argent à l'entreprise. Et donc, c'est là où il faut être, en tant que vendeur, assez pragmatique. Ce n'est pas forcément le sujet le plus intéressant qui va être celui sur lequel je vais focaliser mon énergie. Ce n'est pas parce que le type en face est super sympa, me fait parler, me fait travailler, m'explique qu'il a besoin de moi, mais finalement,
j'ai pas forcément fait cette analyse pour savoir si c'était un sponsor et quelqu'un qui me ferait avancer mon processus de vente. Il faut réussir à faire finalement cette part des choses entre l'intérêt du métier de conseil et ton intérêt personnel et au niveau de la société qui consiste à vendre, à vendre le produit. Et donc oui, la première année, même je pense les 18 premiers mois où je suis passé sales, je me suis enfermé dans ce qui n'était même pas des cycles de vente en réalité, mais je me suis enfermé dans des discussions, dans de la rédaction de documents, dans du conseil gratuit qui m'a apporté zéro derrière. Et donc ça, c'est un point de vigilance que j'ai énormément avec les personnes que je recrute aujourd'hui, faisant attention qu'elles choisissent vraiment les bons chevaux et que l'analyse, la qualification, si on peut l'appeler au départ, soit extrêmement bien faite pour que le conseil soit appliqué lorsque ça en vaut la peine. C'est un des grands écueils, je pense, de la vente grand compte que je vois, que je perçois aussi dans mon activité. Ce que je dis souvent à mes équipes, c'est il n'y a pas de belle vente, il y a de la vente qui rapporte de l'ARR en fait. Et en fait, c'est vraiment le piège, je pense, de la vente de grand compte et complexe, c'est qu'en fait, on a beaucoup de ressources et il y en a quand même moins qu'un grand corporate. Et un grand corporate, quand tu commences à lui parler, il a des ETP qui sont dédiés en fait à traiter ton sujet. Donc, tu peux avoir des gens qui pendant 6 mois, j'ai eu le cas sur des sites de vente super grands et des grosses boîtes internationales, tu vas avoir des personas qui sont chez ton client, qui peuvent te parler pendant 6 mois sans acheter, parce qu'ils sont passionnés par le sujet, parce que c'est leur activité, etc. Donc très tôt, il faut vraiment décider ce que c'est que la vente et aller dans les aspects de qualification, de mapping de compte, de s'assurer qu'on a tous les critères qui sont des critères de vente et non pas des critères uniquement de projet. Parce qu'effectivement, il faut signer un contrat. Et c'est toute la complexité de naviguer dans ces environnements-là, c'est qu'il faut aller chercher le momentum, chercher l'accroche, chercher l'ancrage, et tirer son cycle de vente sur des étapes qui sont bien processées, quoi. J'imagine que du coup, il y a le choix des sales qu'on met dans son équipe. Il y a aussi le sujet de la motivation. Et il y a un sujet orga. Si on commence par le sujet orga, alors carrément preneuse de vos fails. Et ensuite, c'est quoi un peu l'orga qui va bien quand on fait de la vente complexe? Vous pouvez donner les exemples à la fois Trosper et Akeneo, mais peut-être aussi vos vies d'avant. Ah, Antoine, quelles sont ces étapes? Attends, dans ce cas, on prend d'abord la question d'Antoine. J'imagine que tu veux parler des fameuses étapes d'ancrage dans la vente complexe, hein, c'est ça dont on parle. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est effectivement hyper stratégique de définir, en tout cas au début, je sais pas si c'est ton cas pour toi, mais si tu veux monter sur une vente complexe, c'est vraiment de définir en théorie quels vont être tes ancrages et comment tu les matérialises dans ton cycle. Moi, j'ai des cycles de vente qui sont à peu près sur mon mid-market de 6 mois et 8 mois sur mon large corp. Mid-market, c'est plus de 100 millions, hein, donc en dessous, je sais pas faire, mais large corp, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et en fait, dans tous les cas, il faut vraiment des ancrages qui soient hyper précis. Moi, j'ai un process qui peut être le même qu'à peu près d'une vente mass market, qui est un R0, un R1, un R2, une roadmap to close. Donc, dans mon CRM, si tu veux, ça peut ressembler à celui d'un mass market, sauf qu'il y a beaucoup de critères qui sont derrière ces étapes-là et qui doivent être identifiés. Je pense notamment sur une étape qui est importante chez nous, quand on a la vente complexe, qui s'appelle le R2, qui a un rendez-vous technique, en fait, où on s'assure d'avoir la DSI, d'avoir le chef de projet technique, et qui vient vraiment verrouiller notamment la phase de déploiement du projet. On met sur la table aussi des aspects de sécurité, etc. Ces éléments-là, si tu vas pas les chercher, si tu loupes cette étape, tu peux très bien te retrouver face à un legal en train de signer un contrat. Et puis attendez, mais vous avez bien vérifié que en fait, le déploiement est bon. Et en fait, tu retombes en arrière et tu perds ta vente. Donc c'est une des étapes qui est importante pour moi, cette phase de R2. Et on s'assure d'avoir les bonnes personnes autour de la table, on s'assure d'avoir le bon rendez-vous, on s'assure d'avoir les bonnes slides. Voilà, c'est un des exemples, quoi. Derrière, Vianney, ça fait le point avec la question de Maxime. Pour la petite histoire, Maxime, qui est cofondateur d'Avisio. Tu parlais de nombre d'interlocuteurs. En moyenne, il y a combien d'interlocuteurs dans le process de vente chez Trosper? Alors, en direct, on a 3 personas types qui sont le directeur comptable, le trésorier et le directeur financier du groupe. Okay. En fait, autour de ça, en moyenne, on a environ entre 10 et 15 points de contact dans la vente grand compte, en fonction qui gravitent autour de ces personas buyers. Tu vas avoir les équipes métiers de chaque équipe déjà, et tu vas ensuite avoir les fonctions techniques qui valident les solutions et leurs équipes. Donc, effectivement, tu influences plus d'une dizaine de personnes sur une vente grand compte. Ouais. Et toi, Aymeric, côté Akeneo, c'est pareil, c'est 3 gros interlocuteurs, c'est pas les mêmes personnes? Ouais, en termes de cycle de vente, c'est assez proche de ce qu'a décrit Vianney, avec des interlocuteurs différents, j'en parlerai. Nous, on a une particularité, c'est qu'on est sur un marché qu'on pourrait appeler un marché de niche, et en plus, on est leader sur ce marché de niche, et ce qui est un marché qu'on est en train de créer.
Donc, on a un gros travail d'évangélisation à faire. Donc, on va peut-être faire intervenir aussi nos sales parfois assez tôt dans le cycle de vente pour aller éduquer nos personas. Alors, notre persona type, c'est la direction marketing, hein, c'est notre interlocuteur principal, pour aller les éduquer par rapport à l'intérêt de mettre en place des solutions permettant de gérer l'information produit. En général, on structure cela aussi dans Salesforce, mais en général, on va arriver au bout d'un moment où on aura convaincu du fait de mettre en place un PIM et sur le fait que nos clients retrouveront derrière un retour sur investissement. Et la question du comment se pose. Et c'est une particularité, en tout cas, sur notre solution. On est éditeur de solutions logicielles, en revanche, l'intégration, la mise en œuvre représente un vrai projet informatique et qui consiste pas uniquement à mettre des câbles entre les différentes solutions. Il y a de l'accompagnement au changement, il y a de la configuration, du paramétrage, de l'intégration, de l'implémentation, des API à faire communiquer, etc. Et donc ça, ce sont nos partenaires qui vont mettre cela en place. On a des partenaires de type société d'intégration, Accenture, Capgemini, CGI, pour les plus connus, donc des cabinets assez connus. Et donc, c'est aussi notre rôle d'orchestrer leur arrivée, la préparation du projet et de rassurer notre client. Donc, finalement, on rassure d'une part sur le pourquoi ils en ont besoin, mais ça ne suffit pas pour faire la vente. Le pourquoi ne suffit pas finalement pour convaincre le client que le projet peut être mis en œuvre. Donc, finalement, on doit aussi piloter le comment. Donc, ça, c'est une phase qui est très importante parce que on peut perdre le lead sur la démarche de vente à ce moment-là, puisque nous ne sommes pas responsables du comment, de la façon dont ça va être implémenté. Donc ça, c'est une subtilité aussi dans la vente, faisant intervenir aussi des tiers. Et d'ailleurs, sur le sujet vente complexe, là, pour parler des interlocuteurs, il y a la question d'Aurore, qui est quelle interaction avez-vous avec les autres équipes? Quels peuvent être vos besoins? Je pense notamment aux supports qui peuvent être fournis par les équipes market et com. Tu as commencé à effleurer le sujet, Aymeric. Est-ce que vous avez plus d'insights sur les interlocuteurs ou Vianney? Ouais. Vas-y, Aymeric, je pense que tu avais... Ouais. Alors, là-dessus, on pourrait faire un webinaire complet sur ce sujet-là. C'est sûr. Parce que, comme tu le disais, nous, on est une société franco-américaine et on est très influencé par, je dirais, la façon de faire US là-dessus. Donc, concrètement, nous, en termes de sources de leads, on a, on va dire, entre 3 et 4 sources. On va dire les actions marketing, événements, les activités digitales, l'inbound, etc. On va avoir l'outbound parce qu'on fait aussi de la démarche proactive, donc avec des BDR qui vont contacter, appeler, les sales qui vont les relayer. Et on a également nos partenaires qui ont aussi une relation de business development, enfin une action de business development et qui peuvent nous remonter des leads. Donc finalement, ces leads-là, on va devoir les travailler. Donc finalement, ça fait déjà 3 équipes, hein. BDR inbound plus marketing, l'outbound plus les partenaires qu'il va falloir finalement orchestrer de telle manière à pouvoir générer des leads et à commencer à les travailler. Ensuite, lorsqu'on arrive sur une phase d'opportunité, donc quelque chose qui est de relativement qualifié, sur lequel les sales vont prendre la direction, commencer à travailler sur ces sujets-là, on va faire intervenir principalement ce qu'on appelle les ingénieurs avant-vente. Donc c'est un profil très compliqué à trouver pour information, je pense que Janet confirmera, qui ont une casquette consultant, une casquette technique, fonctionnelle et qui savent vendre. Donc finalement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où il faut éviter de s'enfoncer dans les mauvais sujets, d'aller trop dans le détail ou autre, et bien, il faut que ces personnes-là sachent encore mieux le faire que les sales. Donc ces personnes-là vont faire la partie démonstration, convaincre, répondre aux objections, aider justement à remplir aussi toute la partie sécurité qui est importante, moins que chez toi Vianney, mais qui l'est également de notre côté. Donc ce sont des interlocuteurs qui interviennent avec nous. Et ensuite, il y a les Customer Success. Les Customer Success interviennent généralement une fois que le projet est signé, mais généralement en fin de cycle de vente, il faut qu'on leur explique un petit peu comment ils vont être accompagnés par nos équipes lorsque la solution sera mise en place. Donc finalement, ce sont ces équipes-là, voire les équipes Professional Services, voire nos fondateurs, tout simplement, qu'on va faire intervenir à un moment donné dans le cycle de vente. Et c'est ça qui fait la beauté de la vente complexe. D'une part, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui marche, sinon ce ne serait pas complexe. Et d'autre part, c'est que c'est la finesse d'analyse du sales qui lui permettra d'activer les bonnes personnes au bon moment auprès des bonnes personnes de ses prospects.
Tu dois autant manager de l'interne que l'externe. C'est vraiment la complexité d'un profil account executive grand compte. Je partage tout ce que vient de dire Émeric. Je vis les mêmes réalités. Bon, j'ai des petits changements de word, de sémantique. Nous, après sales, on l'appelle les solution consultants aujourd'hui. Bon, c'est les mêmes positionnements, etc. Ouais, ouais. Je rajouterais peut-être un persona interne qui est important dans la vente complexe, qui est le partnership, qui va gérer le channel, la vente indirecte, etc. Oui. Dans mon cycle de vente, j'ai notamment des interactions assez fortes avec des apporteurs d'affaires qui sont des banques, qui sont des grands institutionnels. C'est un métier vraiment important dans notre capacité en fait à influencer un corporate. Enfin, Trustpilot, logiquement, on est une équipe de 60 personnes, on est peut-être une belle startup, mais en fait, par rapport à quand tu veux attaquer Total, si tu veux, on est un peu petit quand même. Donc, il faut être un peu conscient qu'il nous faut des échos, en fait, qui sont extérieurs, qui soient institutionnels pour aller chercher en fait de la réassurance et de la crédibilité dans une approche. Et donc, aujourd'hui, cette approche partenariale, elle est aussi à manager par l'account executive, qui doit s'assurer d'avoir les bons points d'ancrage dans le corporate, donc avoir peut-être le conseil du conseil auprès du directeur financier, d'avoir effectivement peut-être d'avoir un petit peu l'oreille attentive peut-être du directeur stratégique de chez Accenture ou de chez Capgemini sur une gestion de projet complexe. Tout ça, ce sont des leviers activés par la compte exécutive. Et ça fait partie effectivement des skills qu'on va demander à ce profil-là, d'être vraiment un chef d'orchestre qui sait absolument dans sa partition aller chercher la bonne compétence au bon moment, etc. Et ça veut dire que quand il se passe rien, la question précise, c'est des tips pour entretenir la relation quand il ne se passe rien. On appelle un budget, un appel d'offres. Jamais rien. De toute façon, c'est un temps long, hein, le grand compte et la vente complexe au global. Mais tu parlais des partnerships. Qui est-ce que tu actives quand les choses avancent pas comme tu aimerais? Non, c'est une super bonne question. En fait, c'est vrai qu'on se dit, mais pendant 6 mois, putain, vous n'êtes pas tous les jours en réunion avec les clients, donc qu'est-ce qui se passe entre les deux? Je comprends très bien la question et ça peut être un peu déroutant au début quand on arrive dans ce type de vente de se dire, en fait, waouh, enfin, les gars, en 6 mois, on a le temps de créer 2 boîtes, quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bon. Déjà, il faut savoir que dans la vente complexe, ce temps de 4 mois, 6 mois, 1 an, 12 mois qui sont des standards, ils sont un peu incompressibles. C'est le temps du corporate. Ça ne veut pas dire que tu ne crées pas de valeur entre les deux. C'est un peu le sens de la question. La valeur que tu vas créer, elle se situe à plusieurs égards. Déjà, dans ton cycle de vente, tu vas passer ton temps à influencer différentes personnes. Comme on l'a dit tout à l'heure, entre 5 et 20 personnes potentiellement dans un grand compte. Donc, tu as plein d'actions à mener. Tu as des actions qui peuvent être marketing, créer des webinars, en fait, où tu vas inviter tes prospects pour les influencer sur des thématiques particulières qui font partie de la réflexion de vente. Tu vas activer tes partenaires. Tu vas faire des réunions avec eux pour leur faire des démonstrations, pour les influencer et leur donner la capacité de parler de toi en bien auprès de ton client. Ça prend de l'énergie. Tu vas aussi potentiellement briefer justement tes ressources internes pour préparer, je sais pas, un business case, une démonstration, un POC, etc., qui prend du temps et qui mobilise ton équipe. Donc tout ça fait partie en fait de plein d'actions que tu dois mettre en place au cours de ton cycle de vente. Et finalement, ça te demande des temps longs et assez chronophages pour un account exécutif, et d'où l'importance encore une fois de les prioriser, parce que tu peux pas mettre ton niveau d'énergie partout au même moment sur plein de clients, donc il faut être extrêmement pertinent et bien surveiller et bien sonder l'appétence à acheter à chaque moment à chaque instant où tu vas enclencher une action. Ça c'est extrêmement important. Et ça, c'est mon job à 100%, de m'assurer qu'en fait nos ressources sont bien utilisées, parce qu'on a de la rareté chez nous, hein, donc il faut pas se tromper, quoi. C'est ça, tu disais en plus, c'est pas facile de trouver des profils qui sont vraiment dans de la bonne posture, dans un temps long, qui vont aussi rester chez toi plus longtemps, parce que tu nous disais, il faut en gros 6 gros mois pour que tes sales commencent à être vraiment à l'aise. Ça fait le lien avec la question de Victor. Jusqu'à combien d'AE pouvez-vous mobiliser sur une vente? Moi, c'est un seul AE par contre. Il y a un seul chef d'orchestre par vente, ça c'est la règle. Oui, c'est pareil chez nous. J'ai bien aimé ta réponse, Vianney, puisque nous, on fonctionne exactement de la même manière, et c'est généralement les questions que nous posent les sales, en disant, voilà, il va rien se passer pendant 2 mois, 3 mois, ce qui est un temps très très long pour nous, et ce qui est très court de la part côté client. Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là? Donc, il y a effectivement toutes les actions marketing et autres sur lesquelles il faut être créatif, et ça, c'est le rôle de l'account exécutif, d'être créatif et susciter de l'intérêt et arriver à envoyer de l'information au bon niveau pendant ce temps-là. Et il y a aussi une autre chose, c'est que quand il ne se passe rien, ça ne veut pas dire que notre client ne fait rien. Il faut savoir ce qu'il fait pendant ce temps-là. Et il est très probable qu'il travaille sur d'autres projets technologiques qui peuvent avoir une influence sur ce que toi, tu prévois de faire avec eux. Et nous, on a une relation extrêmement forte avec des partenaires technologiques. Alors, on travaille beaucoup dans le domaine de l'e-commerce, donc
enfin voilà, les acteurs du e-commerce, les acteurs du paiement, les acteurs du DAM, enfin tout l'écosystème qui tourne autour de nous, ce sont finalement nos amis. Et on doit savoir finalement ce qui se passe avec eux, de telle manière à, s'ils ne discutent pas directement avec nous, ils peuvent discuter avec nous au travers de certains de ces acteurs, parce qu'on a une proposition de valeur commune à pouvoir proposer, et c'est aussi une manière de nous rendre encore plus indispensables. Ouais, soigner son écosystème au global et en même temps savoir accepter le temps long parce qu'il se passe plein de choses, capter l'info. Il y a pas mal de questions là qui sont arrivées. Peut-être que je propose sur les prochaines, on peut prendre à chaque fois un de vous deux. On a un peu parlé des raisons de qu'est-ce qu'on fait quand ça n'avance pas. Si on creuse un peu, quelles peuvent être les raisons principales d'échec de closing sur des ventes complexes? C'est l'étape d'après. Et Vianney, c'est le moment où tu peux lâcher tes os. Non, mais les principales. Enfin, moi, dans mon contexte, ce qui est compliqué, c'est on est sur un marché d'évangélisation. C'est-à-dire qu'il y a 8% de taux d'équipement. Et en fait, on accepte d'être dans une vente qu'on appelle inspirationnelle, donc de dégager de l'énergie quand il n'y a pas de budget qui est préexistant. Donc, je dirais que l'une des faiblesses l'une des forces et des faiblesses de ce modèle-là, c'est qu'à un moment donné, dans ton cycle de vente, tu peux, tous tes critères que tu as installés, qui sont des critères médics, des critères de qualification, ils peuvent s'effriter pour des raisons extrêmement rationnelles. À un moment donné, il n'y a plus de budget, ou alors il y a quelqu'un qui saute dans mon cycle de vente dans 6 mois. Et en fait, ton ancrage qui était réel au début, il n'existe plus, il s'effrite. Et donc, il faut s'assurer de sonder à chaque étape du cycle de vente du taux d'effritement ou du taux d'engagement, la stickiness par rapport à ton cycle de vente, elle est extrêmement importante à sonder. Et le taux d'échec, il est relativement lié à ça, en fait. C'est des situations qui changent, que tu n'arrives pas à capter et qui te font perdre ta stickiness dans ton cycle de vente. Et justement, ça fait lien avec Aymeric, c'est un peu plus spécifique, mais c'est la question de Patrick. Pour vous deux, avez-vous un remède miracle quand le decision maker, le Fox, quitte la société avant la signature du contrat? Et j'ai garanti préalablement le closing avec le board. En gros, qu'est-ce qu'on fait quand ces personnes partent? J'imagine que vous deux, vous l'avez déjà rencontré, vos équipes aussi. Est-ce qu'il y a un remède miracle déjà? Non, enfin, comme on dit à chaque fois, si jamais il y avait un remède miracle, on serait pas sur une vente complexe en fait. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la beauté aussi des ventes complexes, c'est qu'on a des aléas tout le temps. Oui. Et donc ça fait partie justement de ce qu'on rencontre. Donc déjà, première chose, garde contact avec ton sponsor parce qu'il est parti dans notre boîte, tu vas pouvoir l'activer. Ça, c'est, je pense, la première chose à garder. Et derrière, eh bien, charge à nous de reconstruire la relation, soit avec le remplaçant, soit peut-être identifier parmi, je dirais, les personas qu'on a adressés jusque-là, des personnes qui pourraient prendre le lead, qui pourraient prendre la direction de ce projet-là. Parce que ce n'est pas forcément le remplaçant qui va prendre ce rôle-là. C'est peut-être des personnes qui étaient un petit peu plus en retrait dans le cycle de vente et qui profitent finalement de ce départ-là pour prendre un petit peu de galon, qui peuvent justement avoir une carte à jouer avoir une carte à jouer dans l'organisation grâce au projet qu'on est en train de mener. Et donc ça, c'est toute la finesse également de la carte exécutive qui lui permettra de détecter ce genre de signaux. Ça veut dire qu'en fait, l'AE, que ce soit chez Trustberg ou chez Akeno, même plus globalement, c'est un peu un surhomme, il sait tout faire. C'est un bon sales, il sait gérer le partenariat, il entretient des relations long terme. On a teasé un peu l'événement avec des mots forts, des pre-sales, des channel sales. Est-ce qu'on peut faire un petit focus peut-être voir chez vous? Est-ce qu'il y a, par exemple, chez toi, Vianney, pardon, côté Trustberg, que des AE et quand même des channels? Comment t'organises les équipes? Pour moi, l'AE, c'est le chef d'orchestre. C'est le point central et c'est lui qui a toute la communication et l'ensemble des échanges et qui centralise absolument tout sur le cycle de vente. C'est pour ça qu'il peut y avoir qu'un seul AE pour moi sur un cycle de vente. Mais effectivement, par contre, derrière, il a deux types de ressources. Il a ses ressources externes et ses ressources internes. Elles sont toutes aussi importantes. Et donc, dans tout cycle de vente, on identifie dans les équipes qui nous supportent des owners qui vont être assignés par cycle de vente, par opportunité, et en fait on se restreint et on crée des channels de communication qui sont un petit peu calfeutrés avec les bonnes personnes et on reste dans cette mouvance là. Sur Slack par exemple, on a des channels par opportunité. Quand il y a un pre-sales qui est assigné à une opportunité, c'est le même pre-sales, il suit le cycle de vente de A à Z. S'il y a besoin d'un partnership, pareil, on identifie la bonne personne et en fait on garde les mêmes personnes tout au long de l'opportunité. Voilà. Et c'est comme une mini gestion de projet avec des ownerships qui sont bien définis et des next steps, quoi. Et l'AE arrive en chef d'orchestre.
C'est un peu pareil. Aymeric, du coup, c'est quoi les critères, toi, quand tu recrutes ces types de chefs d'orchestre? En termes d'organisation, c'est exactement la même chose que ce qu'on a chez Vianney. Je pense que c'est la meilleure façon de faire et je ne changerai absolument pas cela. Après, en termes le recrutement, c'est compliqué. Je n'ai pas besoin de l'expliquer sur ce type de rôle, forcément. Puisqu'on demande effectivement la qualité d'un surhomme. Quelqu'un qui sache faire du conseil, quelqu'un qui puisse avoir, je dirais, le charisme nécessaire pour être chef d'orchestre en interne et également en externe. Parce que finalement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre client ne sait pas acheter de solutions, encore moins des solutions SaaS. Surtout en France. Surtout en France. Donc, on doit aussi savoir expliquer, aider notre client à acheter. Et c'est ce que j'attends, moi, finalement, des sales de mon équipe. Pas d'être un vendeur, pas d'être le meilleur parleur. Il doit aider le client à acheter. Donc, finalement, ce sont des profils qui ont, je dirais, un savoir-être extrêmement complet et bien évidemment des compétences méthodologiques sur lesquelles on n'a pas besoin. Enfin, la rigueur. Là-dessus. Voilà, la rigueur, la méthodo. Je ne veux pas former finalement les personnes sur cela pour des ventes complexes en tout cas. Et puis quand même l'appétence sur la technique, sur la technologie, puisque nous on s'adresse à un moment ou à un autre aussi à des DSI, à des personnes qui vont nous challenger sur de la technicité liée à la solution. Bien sûr, on a les ingénieurs avant-vente qui sont à nos côtés. Ceci dit, il y a un minimum d'indépendance qu'on demandera de leur côté. Et dernière chose, en ce qui nous concerne, je ne sais pas si c'est ton cas, Vianney, nous, dans la retail tech, Martech, le réseau est extrêmement important. Ce sont toujours un peu les mêmes personnes qu'on retrouve, que ce soit en termes d'écosystème, que ce soit en termes de direction digitale chez les grands groupes, ce sont les mêmes personnes qui tournent. Donc finalement, avoir un réseau, connaître ces personnes-là, avoir l'habitude de les tutoyer, avoir eu l'occasion de leur vendre des solutions qui sont différentes, c'est un point qui est extrêmement important aussi. Non, c'est exactement la même chose dans la direction financière. Il y a le club des trésoriers, les directions financières se parlent tous ensemble, elles tournent dans les grands groupes. Nous, on a très tôt, côté marketing, côté fondateur, été investi dans ces associations-là et on gravite autour de ça. Évidemment, c'est l'un des points clés. Et j'invite chacun de mes sales et à eux surtout à travailler ce réseau-là. C'est une des forces et il faut connaître les codes. Nous, on se tutoie un peu moins en direction financière malheureusement, mais en tout cas, il faut s'immiscer dans ce secteur et c'est extrêmement clé. Ouais. Il nous reste une dizaine de minutes, vu qu'on a commencé un petit peu en retard. Peut-être, je propose, on répond, il y a pas mal de questions assez intéressantes et qui sortent du scope classique. On peut répondre à chaque fois en 1 ou 2 minutes max. Il y a notamment la question de Tanguy, qui est CEO, qui dit dans un contexte de vente complexe, donc gérer les imprévus, et d'un volume de type faible, mais avec des montants élevés, dans son exemple, c'est plus de 100K, comment on gère le forecast? C'est un vrai sujet. Je pense qu'en 1 minute, ça va être difficile, mais voilà. Il m'a fallu 2 ans pour. Alors, je te rassure, il m'a fallu 2 ans pour arriver avec le directeur financier actuel de Trasper à arriver à une méthodologie claire. La problématique, c'est comme tout forecast, il faut de l'empirisme pour créer un modèle. Et donc, effectivement, quand tu as peu d'occurrences, on va faire des maths ici, mais quand tu as peu d'occurrences et peu d'empirisme, c'est compliqué de construire un forecast de qualité. Donc, on a longtemps fait un hybride où le sales avait lui-même des critères de forecast pour faire du manuel forecast. Et on avait appliqué un modèle dans le business plan qu'on essayait de confronter. On arrivait à une espèce de juste milieu. Aujourd'hui, on a assez d'empirisme au bout de 3-4 ans de commercialisation pour pouvoir vraiment avoir des moyennes de métriques de taux de transformation type et assez de volume pour pouvoir vraiment moyenniser le tout et avoir des forecasts qui soient assez automatisés. Mais quand tu débutes ta vente grand compte, tu es obligé d'avoir vraiment une notion un peu cas par cas qualitative de ton forecast. Tu peux pas démarrer from scratch un forecast moyennisé dans ton CRM automatisé. Ça me semble extrêmement délicat. Voilà. Bien. Et il y a encore pas mal de questions. Aymeric, tu voulais rebondir rapidement sur la partie forecast ou on prend la suite? J'ai juste un petit delta par rapport à ce que disait Vianney. En fait, nous, pour éviter justement de se retrouver dans cette situation-là, alors c'est pas forcément donné à tous, on essaie justement de combiner, on va dire, pas de la vente transactionnelle, mais du volume avec un certain nombre de grands comptes, ce qui nous permet de nous préserver un petit peu. Après, sur le forecast, il y a effectivement le forecast un petit peu officiel qui dépend, enfin, du sales qui dépend de l'avancée dans le cycle de vente. Et derrière, on va le modérer
avec, je dirais, l'historique et les discussions qu'il peut y avoir avec le VP Sales ou moi-même, enfin voilà, la direction commerciale, ce qui permet généralement de revoir malheureusement le forecast un petit peu à la baisse par rapport à l'optimisme qu'il peut y avoir côté sales. Trop cool. Allez, maintenant, on va faire la mitraillette. La mitraillette question. Alors, il y en a plein. Notamment, alors si on prend un peu dans l'ordre, à quel moment du cycle de vente, vous ou votre CEO, vous impliquez-vous? À quel moment, en tant que sales director, en tant que VP Sales, on met les mains dans le cambouis? Je fais tout pour rendre mes sales indépendants, mais effectivement, je peux arriver parfois dans des phases de négociation, tout simplement, contractuelles. En fait, la bonne pratique dans un grand compte, c'est que le corporate lui-même passe souvent le dossier à une personne au-dessus de lui, et rien que d'un point de vue du mimétisme, en fait, c'est un peu théâtral, mais il faut passer le rang au-dessus, donc ça se passe généralement en phase de négociation, voilà, tout simplement. Ça peut arriver parfois un peu plus tôt pareil, sur de la vente inspirationnelle, ou lorsqu'on a espèce de présentation à l'ensemble du board ou finalement de notre vision, où généralement moi je vais pouvoir intervenir auprès des sales en début de cycle de vente et en fin de cycle de vente, bien évidemment. Au milieu, généralement, là il doit se débrouiller tout seul. Et comment on fait? Il y a pas mal de turnover dans les équipes sales. Est-ce qu'il y en a moins dans les équipes de vente complexes? Et comment on fait quand son petit chouchou, celui qui porte le sujet, se fait débaucher au mauvais moment? Il faut déjà 1 an en fait pour monter en compétence et construire un pipeline de qualité dans la vente complexe. Donc déjà, ça nous préserve un peu de ce problème de churn qu'on a dans le mass market qui est un peu redondant, etc. En fait, tu es money time dans la vente complexe au bout d'1 an, 1 an et demi. Tu vas commencer vraiment à récolter les fruits vraiment de ton travail, de ton réseau, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a tendance à retarder quand même. On a je pense des taux de rétention qui sont un peu plus élevés que la moyenne. Donc on en est content, mais à rigueur, heureusement, parce qu'on a aussi un taux de formation, un engagement qui est tellement important dans la formation, heureusement on récolte un peu les fruits de ça et on est un peu récompensé par tous les aspects de difficulté qu'on a dans le recrutement par au moins ce taux de rétention qui est un peu plus élevé, quoi. Ouais, tu me disais là, t'as pas eu de démission du tout pendant plus d'1 an et demi, toi, de ton côté, c'est ça? Moi, j'ai jamais eu de démission de sales depuis que j'existe. Non, ça c'est. C'est pas le d'or. Aymeric, il y a encore une question hyper intéressante sur le ciblage des personas au sein des comptes. Alors, attends, je la reprends plus précisément, pardon, c'est la question de Victor. Est-ce que le ciblage de vos personas au sein des comptes clés est effectué directement par l'AE avec une approche Kali, mailing, design, ou par un plus junior, un BDR avec une strate d'acquisition automatisée? Mais en grand compte. Ça, effectivement, c'est une bonne question. Webinaire d'1 heure là-dessus. Ouais, pareil. Et en plus, on apprend à la fin, mais peut-être en 2 mots. À chaud. Alors déjà, il faut que BDR et Sales travaillent ensemble. Donc ils ont les mêmes objectifs et l'outbound, notamment parce que là on parle d'outbound, c'est le travail de tous, y compris du Sales. Donc chez nous, je dirais la préparation sera faite par le BDR et ensuite charge au BDR d'activer le Sales, voire moi-même, pour pouvoir attaquer les personas que nous visons. Et comme le disait tout à l'heure Vianney, selon le positionnement dans la hiérarchie finalement de notre client, de l'interlocuteur qu'on souhaite viser, ça peut être le BDR, ça peut être le sales, ça peut être moi-même, ça peut être même mon CEO qui fera la prise de contact lorsque cela est nécessaire. Mais dans tous les cas, il ne faut surtout pas siloter cette activité de plan de compte et de prospection outbound, sinon je pense que c'est complètement contre-productif. Il faut laisser l'info circuler. Allez, on se prend encore 2 petites questions. Il y a la question d'Alexandre, pas facile. Quels sont les critères ou les red flags qui vous permettent de prioriser votre temps entre les différents deals en cours, ou au moins le temps de vos équipes? C'est une très bonne question. La question à 4 heures. Vous avez 4 heures. Non, mais déjà, c'est tout bête, mais le scope du projet, le montant d'ARR global, c'est bête de récupérer, mais moi je suis là pour maximiser mon temps, donc je préfère faire peu de ventes avec des très forts paniers, enfin des très gros ARPA. Donc ça va être l'un des critères que je vais regarder. Et ensuite, je vais identifier des critères qui sont assez qualitatifs. Par exemple, est-ce qu'il y a un champion, un sponsor? Est-ce que mon impact va être rapidement accéléré par la qualité en fait, des interlocuteurs que j'ai en face de moi? Si j'ai un CFO directement, qui est un décideur, je vais m'impliquer parce que je sais qu'en fait, mon impact a un impact réel. Si je suis très en bas d'une hiérarchie, que j'ai pas de champion, et qu'en plus j'ai des fêtes buzz ARPA, je m'implique pas en fait. Je préfère dire non. Oui, donc et puis je pense qu'il y a l'expérience aussi qui aide
avoir eu quelques fails, quelques à l'inverse success. Est-ce que, Aymeric, toi, tu as une bonne practice à partager sur ce sujet-là? Ouais, c'est à peu près, c'est la même chose, dans le sens où si je me rends compte que, d'une part, on n'a pas un fit parfait entre notre solution et le besoin du client, forcément, on va pas forcément mettre trop d'énergie dessus. Le fait de parler avec une seule personne, ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on voit trop fréquemment, où on a une personne chez notre client qui est hyper enthousiaste par rapport à ce que nous proposons, Mais qui est isolé, ouais. mais on se rend compte après quelques temps qu'elle est complètement isolée. Et ça, c'est un très, très gros red flag qui permet de dire non, 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 on va s'arrêter, on va se concentrer sur d'autres. Ça, c'est le risque du vampire, ça. La personne isolée qui te prend plein d'infos, qui te. Voilà. Et pour répondre un peu en punchline sur la réponse, peut-être sur la partie implication, en fait, ce qu'on fait, c'est un peu de la médecine de guerre. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui va avoir une colonne vertébrale brisée ou un ongle incarné, je préfère vraiment soigner la personne qui a un ongle incarné pour pouvoir être plus fort au combat. Et dans un cycle de vente, je vais pas passer du temps là où c'est compliqué forcément. Parce que là où c'est compliqué, parfois, ça peut me retarder sur mon closing. Donc, je préfère un beau dossier qui est simple, où je m'applique, où mon taux d'application va tout de suite créer une réaction positive, plutôt que d'aller m'engouffrer dans des gestions de projets complexes, quoi. Et pour ceci, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions qui peuvent être assez dérangeantes, même auprès de notre sponsor. Enfin, je sais qu'on est toujours dans une relation commerciale, on y va voilà. C'est quoi une question dérangeante? Tu peux nous dire un exemple, par exemple, que tu poses à tes directeurs market? Alors, non, mais tu peux dire leur mettre un peu le nez dans le sujet et montrer que tu n'es peut-être pas après, le meilleur. quelque part, lui dire, moi, là où j'en suis, je ne vois pas pourquoi je te vendrais ma solution. Par rapport à ce que tu m'as dit, je vois pas. Enfin, j'ai très envie de la vendre, mais j'ai toujours pas compris pourquoi je te la vendrais. Donc, les concurrents sont là pour ça, pour leur envoyer les mauvais dossiers. Exactement. Donc, si jamais tu m'as pas convaincu que la solution allait te convenir, tu n'arriveras pas à convaincre ta direction générale de l'acheter. Donc là, il va falloir que tu m'aides. Et ça, je pense que ça permet de confirmer ou de pas confirmer l'intérêt de la part de l'entreprise et surtout la capacité de notre sponsor ou de celui qui veut se définir comme sponsor à nous aider à naviguer dans l'organisation. Oui, il y a un sujet d'équilibre, je pense. Exactement. Ouais. L'asymétrie de l'engagement, c'est important. Ouais, je vais vous libérer. Il est déjà 12h21, ma faute pour les 5 premières minutes. Je trouve qu'il y avait des super questions. Je suis désolée, il reste 2-3 questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Et je crois que Vianney et Aymeric sont sympas et qu'on pourra toujours vous les envoyer. Bien sûr. Un one-man. Pareil, via LinkedIn ou autre, faut pas hésiter à. Ouais, avec grand plaisir. Ce que disait Edith au tout début, c'était important. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur la vente complexe. On vient d'ouvrir un sujet c'est assez innovant ce qui vient d'être fait, d'avoir une vraie audience avec un auditoire sur la vente complexe, sur des boîtes tech en France. Continuons cette énergie-là sur des formats différents. Moi, j'aurais plaisir, en tout cas, et je sais qu'Avisio aussi, Aymeric aussi. Ouais, on fera sûrement un article dans la même veine pour aller un peu plus loin. Il y a eu plein de best practices. Mine de rien, en 45 minutes, vous avez donné plein d'idées. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont dans le chat aussi, si vous avez envie de m'écrire en direct pour donner votre. Moi, j'adore les punchlines. Donc, plus il y a de punchlines, plus j'écris des articles facilement. Désolé, je viens de te comiter, Edith, sur un truc que tu n'étais pas prévu. Désolé. Hein. Ah non, au contraire, je suis hyper contente. De toute façon, tout le contenu, on ne le produit pas avec une roadmap à l'avance, mais parce qu'on voit qu'il y a un intérêt et nos interlocuteurs, c'est des C-level. Dans le réseau, il y a pas mal de VP Sales, de cofondateurs qui étaient là aujourd'hui, d'Head of Sales, etc. Aussi beaucoup d'AE. Une des activités d'Avisio, c'est de faire du recrutement. On travaille d'ailleurs avec Vianney aussi sur ces sujets-là pour l'aider à trouver des AE pépitas. On a un club client de 450 clients. Donc, si vous avez des sujets, la bougeotte ou à l'inverse, envie d'échanger sur des best practices, je suis la personne à connaître. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et on peut en reparler ultérieurement. Et en attendant, j'essaie de prendre un petit article sympa pour le début d'année. Et d'ici là, je souhaite de bonnes fêtes. Vianney, Aymeric, franchement, merci. C'était top. En plus, merci pour l'invitation, Edith. Vous avez su rebondir dans mon manque de data pour me connecter. Trop top. Merci à tous d'avoir participé jusqu'au bout. Et puis, on attend l'article. Je vous ferai passer, Vianney et Aymeric, les questions qui restent. Et à l'inverse, le replay sera shooté dans l'après-midi. Voilà. Merci beaucoup. C'était super. Merci à tous. On va passer un bon moment. Merci à tous. Merci pour la participation aussi. Ouais, merci. C'était hyper actif. À très vite. Et bon appétit, du coup. Bien sûr. Ciao. Bye.